Si tu continues d'attendre que les choses changent à l'extérieur, tu resteras le même à l'intérieur. Et dehors, cela ne deviendra pas toujours plus facile. La ville poursuit son cours, la rue mouillée par la pluie, les autobus bondés, les gens qui accélèrent le pas sous le bruit des moteurs et des klaxons. Dehors, la vie montre peu d'intérêt pour tes projets. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, il s'agit d'assumer comment tu agis chaque jour, même si personne ne regarde. Peu importe que ce soit un lundi ou un dimanche, que ce soit au milieu de la nuit et qu'il ne reste que le bourdonnement du réfrigérateur illuminant la cuisine vide, ou que tu tiennes à peine debout au centre d'un salon silencieux. La discipline n'est pas un luxe réservé à ceux qui ont du temps. C'est le seul chemin si tu cherches le respect de toi-même et un véritable contrôle. Il n'y a pas de reconnaissance dans la routine. Personne ne va t'applaudir pour t'être levé tôt alors que les autres dorment, pour avoir éteint l'écran et réessayé après 3 échecs consécutifs, pour avoir rangé ce qui ne se voit pas et nettoyé ce qui ne se salit pas. Les résultats n'apparaissent pas en public. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon est la plus difficile à accepter et celle qu'il te coûtera le plus d'appliquer. Si ce contenu t'apporte quelque chose, abonne-toi et active les notifications. Leçon 1. Prends la responsabilité de ta réaction initiale. Choisir ta première impulsion change la façon dont les autres te perçoivent. Marc Aurèle a dit « Limite ton temps. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront à ta place. » En pratique, chaque oui à ce qui n'a pas d'importance est un non à ce qui en a. La règle est claire. Ta réaction initiale t'appartient. Le contrôle n'est pas à l'extérieur. Il réside dans ce que tu choisis de faire à cet instant précis. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui arrive, mais tu peux entraîner ton esprit à décider de ta première impulsion. Si tu cèdes à chaque stimulation, ta vie sera dirigée par les circonstances et par les autres. La maîtrise de soi n'est pas un trait que l'on possède ou non. Cela s'entraîne. Tu cesses d'être maître de toi-même lorsque tu accuses ton environnement et que tu attends qu'il change pour pouvoir agir avec discernement. Pense à une dispute de couple. Le message arrive et ta première impulsion est de répondre avec ironie ou colère. Si tu ne t'arrêtes pas, ce ton marque toute la conversation et souvent le reste de la journée. Le silence gênant après une remarque blessante s'installe dans la pièce, les gestes de chacun deviennent mécaniques, la nourriture refroidit dans les assiettes. Le ressentiment s'accumule, visible dans les regards fuyants et les portes qui se ferment avec plus de force que nécessaire. La journée se termine avec 2 personnes éloignées, chacune repassant mentalement le premier moment où tout aurait pu être différent. Au travail, on te confie une tâche à la dernière minute. Ton impulsion est de te plaindre, de faire la grimace, de laisser tout le monde voir ton agacement. Mais ce geste en dit plus sur toi que la tâche elle-même. Tes collègues évitent de croiser ton regard. L'ambiance se tend. Le chef observe ta réaction depuis la porte. Il en prend note mentalement. À la fin de la journée, les occasions de collaboration diminuent. Les messages dans ta boîte de réception se font plus rares. La réputation s'érode aux yeux de tous, lentement, à chaque grimace, à chaque soupir audible. Dans les 2 cas, l'environnement ne fait que te mettre à l'épreuve. Le vrai jugement se trouve dans ta réaction initiale. La séquence est simple. Stimulus, impulsion, réaction visible. Les conséquences se déploient en temps réel. Les mots lancés ne reviennent pas, les gestes restent gravés. L'environnement réagit, il se refroidit, se ferme, se durcit. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Et il y a encore plus. Leçon 2. Identifie la pensée avant d'agir. T'observer te donne le contrôle sur tes réponses. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Ton contrôle commence dans la pensée, pas dans l'environnement. La discipline personnelle ne dépend pas du fait que la vie s'adapte à tes désirs, mais de ta capacité à observer ce que tu penses avant d'agir. La règle est simple. Celui qui ne s'observe pas répète les mêmes erreurs et paie
le même prix. Peu importe combien de fois tu changes de travail, de partenaire ou de ville. Si tu n'entraînes pas ton esprit à identifier l'impulsion avant l'action, ta conduite sera la même, quelles que soient les circonstances. Il est plus facile de blâmer la circulation, l'économie ou l'attitude des autres, mais cette excuse te condamne à réagir toujours de la même manière. L'esprit inattentif est un terrain fertile pour l'impulsivité, la plainte et l'autodéfaite. Si tu ne t'arrêtes pas pour voir ta pensée, ta conduite sera toujours automatique et prévisible. Imagine une dispute sur WhatsApp. Il est 11h48 du soir et l'écran brille dans ta chambre sombre. Quelqu'un te répond avec quelque chose qui t'irrite. Les mots apparaissent, secs et tranchants. Ta première impulsion est de répondre instantanément, laissant la colère ou l'orgueil décider à ta place. Les doigts bougent vite, le message est envoyé. Quelques secondes plus tard, tu lis ce que tu as écrit, les sourcils froncés. Le mal est déjà fait, même si la conversation se termine par un simple « d'accord ». Le lendemain, tu ouvres la conversation et tu vois que l'autre personne n'a pas répondu. Au bureau, l'ambiance est lourde. Ton collègue évite ton regard. Le chef te donne des instructions sans te saluer. La tension se ressent dans la façon dont les autres t'observent, dans les silences prolongés, dans le bruit sec d'une porte qui se ferme. Tu te souviens de la nuit précédente. Le schéma se répète. Un courriel envoyé sur un ton agressif, une réponse sèche au milieu d'une réunion. Les conséquences sont immédiates et tangibles. La relation avec ton équipe en souffre, ton chef note ton attitude dans son carnet mental. L'opportunité de participer à un projet important s'évapore sans explication. À la maison, l'indifférence s'installe. Ton partenaire dîne en silence, les couverts résonnent contre l'assiette. Tu essaies d'engager la conversation, mais la distance est évidente. Le ressentiment s'accumule dans chaque geste, dans chaque mot non prononcé. Le schéma, c'est toi, pas la situation. Cette erreur paraît petite, la suivante non. Leçon 3. Ne parle qu'après avoir traité l'émotion, mesurer tes paroles, renforce ta crédibilité. Tu es en pleine discussion sur WhatsApp. Quelqu'un te dit quelque chose qui t'agace. Sans réfléchir, tu réponds instantanément, guidé par la colère. Quelques minutes plus tard, tu relis ce que tu as écrit et tu te rends compte que tu as exagéré. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas pu attendre. L'écran du téléphone éclaire à peine la pièce, mais chaque mot que tu as envoyé paraît plus dur que dans ton souvenir. Tu remarques que ton interlocuteur a cessé de répondre. La conversation reste silencieuse pendant des heures. Le lendemain, le salut habituel devient froid, distant, presque hostile. Tu as franchi une limite et tu ne peux pas revenir en arrière. La règle est simple, ne parle ni n'écris tant que l'émotion domine ton jugement. Quand tu réagis sans filtre, ce n'est pas toi qui réponds, mais ton impulsion. L'illusion ici est de croire que ton entourage t'oblige à réagir ainsi. Tu penses que si les gens étaient plus justes ou si l'environnement était différent, tu pourrais garder ton calme. Mais la vérité est ailleurs. Le contrôle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de l'entraînement mental que tu as à l'intérieur. Chaque fois que tu cèdes à la première impulsion, tu renforces le manque de maîtrise de soi et tu affaiblis ta parole. Imagine une réunion de travail. Quelqu'un pointe une erreur de ta part devant tout le monde. Tu ressens la pression de te défendre sur le moment. Si tu réponds sans avoir traité l'émotion, tu te justifies trop, tu te contredis ou tu attaques. Ensuite, ton équipe se souvient de ta réaction, pas de tes arguments. Ta crédibilité en souffre. La prochaine fois que tu présentes une proposition, les regards se croisent avant même que tu aies fini de parler. Les décisions importantes se prennent sans toi. Tu deviens dispensable. Il en va de même lors d'une dispute de couple. Une réponse impulsive peut ouvrir des blessures qui mettent des semaines à guérir. Le silence s'installe dans la maison. Les messages se réduisent au strict minimum. Lorsque tu t'assieds pour dîner, les couverts résonnent plus fort que les paroles. La confiance vacille.
Le dommage n'est pas immédiat, mais il est visible. Esquive, distance, reproches à peine voilés. Chaque phrase précipitée ajoute une fissure de plus. Observe les situations, l'écran du téléphone qui éclaire un message resté sans réponse, la salle de réunion où personne ne te regarde dans les yeux, la table à manger où le dialogue se refroidit. Les conséquences demeurent, même quand l'émotion s'est dissipée. Le schéma, c'est toi, pas la situation. Dans la leçon suivante, tu vas voir comment maîtriser ton attention et l'étape suivante pour renforcer ton caractère. Leçon 4. Construis des routines qui anticipent le conflit. Te préparer réduit la marge d'erreur quotidienne. Épictète a dit « Nul ne peut te faire de mal sans ton consentement ». En d'autres termes, le pouvoir que tu accordes aux paroles des autres t'appartient, pas à eux. La règle est simple. Entraîner ton esprit importe davantage que d'essayer de changer ce qui se passe à l'extérieur de toi. L'erreur courante consiste à croire que ton autodiscipline dépend d'avoir des journées calmes, des personnes bienveillantes ou des environnements parfaits. Cette logique te condamne à toujours réagir trop tard, car le monde ne s'adapte jamais à tes désirs. Si tu n'anticipes pas les moments difficiles et si tu ne prépares pas une habitude pour les affronter, le chaos extérieur va te dominer chaque semaine. Ce n'est pas à l'extérieur que se résout ta conduite, c'est dans la routine que tu pratiques avant que le conflit n'arrive. Un exemple clair, tu reçois un message qui te provoque et, sans réfléchir, tu réponds avec colère. Tu dis la première chose qui te vient à l'esprit, puis tu le regrettes. Pourquoi ? Parce que ta routine quotidienne n'inclut pas de relire tes réponses avant de les envoyer. Au travail, on te fait une remarque et tu te justifies aussitôt, sans écouter. Où est l'entraînement ? Si tu n'as pas l'habitude de faire une pause, d'analyser avant de répondre, chaque jour tu répètes la même erreur. Ce n'est pas la situation, c'est le manque de préparation mentale. La conséquence, ton entourage devient prévisible dans son instabilité. Un groupe de collègues évite de te consulter. Ils savent qu'un simple commentaire peut t'enflammer. Tes réponses impulsives laissent des conversations inachevées, des portes fermées sur des projets qui semblaient auparavant possibles. La tension se ressent dans les couloirs, dans les courriels qui arrivent moins souvent, dans les regards qui se détournent quand tu entres dans une salle de réunion. À la maison, le schéma se répète. Une remarque anodine pendant le dîner monte en quelques secondes jusqu'à devenir une dispute sans raison. Les visages de ta famille se durcissent, le silence pèse après chaque échange. Les assiettes sont ramassées avec des gestes brusques, les mots sont mesurés pour éviter une nouvelle explosion. Personne ne dit rien, mais tous ajustent leur comportement pour ne pas provoquer de réaction. L'usure est visible. Ton agenda se remplit de réunions improductives, tes relations personnelles se refroidissent, l'insomnie s'installe, repassant chaque épisode, chaque mot lancé sans filtre. L'absence de routine pour anticiper le conflit non seulement t'isole, mais transforme chaque interaction en champ de mine. Le schéma, c'est toi, pas la situation. Et il y a encore plus. Leçon 5. Décider à tête froide, pas sous pression. Préserver son énergie mentale évite les décisions impulsives. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Ce n'est pas la situation qui te contrôle, c'est ta réaction qui définit la direction. La règle est simple, ton esprit doit être le filtre, pas l'environnement. Le contrôle du comportement personnel commence lorsque tu cesses de vouloir que le monde s'adapte à toi et que tu te concentres sur l'entraînement de ton autodiscipline. Si tu attends que les circonstances soient parfaites pour agir avec discernement, tu vivras toujours sur le fil, réagissant à chaque changement extérieur comme une girouette. La limite est claire, on ne négocie pas la maîtrise de ton esprit pour un confort temporaire. Pense à ce moment au travail où l'on t'envoie un message urgent par WhatsApp et que tu ressens la pression d'y répondre sur le champ. Si tu décides à chaud, tu écris probablement la première chose qui te vient à l'esprit, sans filtrer, sans réfléchir à l'impact. Peut-être que le message finit par être lu par plus de personnes que tu ne l'imaginais, générant des rumeurs ou des malentendus
que personne ne prend la peine d'éclaircir par la suite, ou à la maison, lors d'une dispute avec ton partenaire après une journée difficile, si tu ne préserves pas ton énergie mentale et que tu ne décides pas à tête froide, tu finis par dire quelque chose que tu regrettes ensuite. Les mots restent suspendus dans l'air, lourds, et le silence qui suit s'étire pendant plusieurs jours, rendant la cohabitation tendue. Il en va de même avec les amis ou à la salle de sport. Lorsqu'une provocation te fait perdre ton sang-froid parce que tu n'as pas posé la limite de réfléchir avant d'agir. Un geste, une mauvaise réponse, et l'inconfort s'installe dans le groupe, visible dans les regards fuyants et les conversations écourtées. Le résultat est toujours le même, des décisions impulsives qui te coûtent ensuite du temps, des relations ou même ta réputation. Ce n'est pas le monde qui te pousse, c'est ton absence de limite intérieure qui t'expose. C'est là que cela empire. Si tu ne traces pas cette frontière mentale, chaque situation t'entraîne un peu plus loin de ton propre discernement. Bientôt, tu te surprends à relire des messages envoyés au milieu de la nuit, à repasser des disputes en mémoire, accumulant de petits échecs qui se lisent sur ton visage fatigué et dans la distance croissante avec ceux qui t'entourent. Leçon 6. Pose des limites claires, même si cela dérange. Protéger ton espace améliore la qualité de tes relations. Tu es dans une réunion de travail, assis dans une salle à la lumière blanche et aux chaises inconfortables. La climatisation bourdonne en arrière-plan. Quelqu'un avec une voix trop forte pour cet espace fermé commence à raconter des problèmes personnels. Un divorce, une dispute avec son fils adolescent, une contrariété avec un voisin. Son récit s'étire. Tu regardes l'horloge murale. 20 minutes se sont écoulées et le sujet du projet n'a toujours pas été abordé. Tu sens le poids des regards d'autres collègues. Certains tapotent des doigts sur la table, d'autres consultent leur téléphone sous la table, mais personne n'interrompt. Tu souris et acquiesces, même si une pression sourde monte dans ton estomac. Tu sors de la réunion frustré, repassant mentalement les tâches qui n'ont pas été traitées. Tu marches dans le couloir, la chemise grise sous le bras, et tu penses à l'inutilité de tout cela. Mais la semaine suivante, lorsque la même personne détourne à nouveau la conversation, tu répètes le schéma. Silence, acquiescement, résignation. Le cycle se perpétue parce que personne, et surtout pas toi, ne pose la limite. Le principe est le suivant. Poser des limites claires n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect pour toi-même et pour l'autre. Lorsque tu ne fixes pas tes frontières, les gens interprètent ta passivité comme un consentement. Ton temps, ton attention et ton énergie sont des ressources limitées. Et lorsque tu les laisses exposer, d'autres les prennent sans demander. L'usure s'accumule. Tu termines tes journées avec des maux de tête, ta boîte mail remplie de tâches qui ne sont pas les tiennes, les messages WhatsApp qui bourdonnent jusque tard dans la nuit. À la maison, tu dînes distraitement, sans énergie pour écouter ta famille. Pour ne pas déranger les autres, tu relègues tes propres intérêts et tes véritables responsabilités restent en suspens. Imagine que, dans ce groupe WhatsApp du travail, tu réponds à des messages en dehors des horaires, juste pour ne pas paraître impoli. Au début, c'est un message isolé à 8 heures du soir. Ensuite, tu reçois des notifications pendant que tu dînes, quand tu essaies de dormir, les dimanches à midi. Tes réponses rapides établissent un précédent. Bientôt, un collègue te réclame un fichier à 11 heures du soir. Un autre attend que tu relises un document un samedi. Les tâches s'accumulent et ta déconnexion disparaît. Tu te surprends à consulter ton téléphone dans la salle de bain, à répondre à des messages dans la file du supermarché. L'épuisement devient visible. Cerne, irritabilité, la sensation constante de ne rien accomplir pour toi-même. Ton espace personnel se dissout parce que tu n'as jamais précisé jusqu'où allait ta disponibilité. Ce n'est pas un hasard, c'est ton manque de discernement. La conséquence est directe. Ton entourage apprend que tes limites sont perméables et donc négligeables. Dans la leçon suivante, tu verras comment l'autocontrôle s'entraîne, il ne s'improvise pas. Leçon 7.
Cesse de blâmer l'extérieur pour ta conduite. Assumer la cause interne exige une maturité réelle. Il y a quelque chose que tu dois accepter. La conduite ne se contrôle pas en changeant ce qui se passe à l'extérieur, mais en entraînant ce que tu as à l'intérieur. La maturité réelle commence lorsque tu cesses de chercher des excuses à l'extérieur et que tu assumes que la racine est en toi. La règle est simple, ton environnement ne détermine pas ta réaction, ton esprit oui. Beaucoup croient que si tout autour d'eux était idéal, alors ils seraient disciplinés, patients ou responsables. Mais cette idée est fausse. Attendre que les circonstances changent pour agir différemment est la recette parfaite pour la faiblesse. Le véritable contrôle commence lorsque tu reconnais que ce qui se passe à l'extérieur ne fait que révéler ce qui existe déjà à l'intérieur. Si ton esprit n'est pas entraîné, tout obstacle te fera retomber dans le même schéma. Tu vas au travail et ton chef te parle mal. Au lieu de répondre avec maîtrise, tu exploses puis tu dis que c'est la faute de l'ambiance toxique. Ou à la maison, il suffit d'un petit problème pour que tu perdes le contrôle. Et ensuite, tu accuses le stress, le manque de temps ou même le climat. Sur WhatsApp, tu lis un message qui ne te plaît pas et ta réaction est immédiate, impulsive, comme si le problème venait du chat et non de ton manque d'autocontrôle. La salle de sport est pleine et tu décides de ne pas t'entraîner, convaincu que c'est la faute des autres qui ne te laissent pas de place. Mais le schéma se répète partout. Peu importe l'endroit, le résultat est le même. Tu restes sans contrôle parce que tu n'as jamais travaillé ton esprit. Tu as seulement cherché des excuses à l'extérieur. Le schéma, c'est toi, pas la situation. Et il y a plus. Les conséquences s'accumulent. Au bureau, ta réputation s'érode. Les collègues évitent de collaborer avec toi. Tu remarques que les conversations s'éteignent quand tu entres. À la maison, l'ambiance devient tendue. Les silences s'allongent après chaque dispute. Les enfants t'observent avec méfiance. Les amis arrêtent de t'inviter. Ils se lassent de tes réactions prévisibles et de tes plaintes sur la malchance. Tu regardes ton téléphone et les messages diminuent. Les invitations disparaissent. Ton partenaire commence à éviter les sujets délicats. Il sait que chaque mot peut déclencher une nouvelle scène. La fatigue s'accumule sur ton visage. L'insomnie devient plus fréquente. Les excuses ne convainquent plus personne. Le désordre intérieur se reflète dans ton environnement. La maison n'est pas rangée. La table de travail couverte de papier. Les vêtements entassés sur une chaise. La vie se dérègle au même rythme que tu perds le contrôle. Tout ce qui t'entoure commence à montrer la trace visible d'un esprit qui n'a jamais été entraîné. Leçon 8. Accepte que l'environnement n'ira jamais mieux pour toi. Seul ton esprit peut changer ta vie, pas tes circonstances. Pense que attendre que tout s'améliore à l'extérieur n'est qu'une pause inoffensive. Tu te dis que lorsque le travail sera différent, lorsque ton partenaire changera, lorsque l'argent suffira, alors tu auras le contrôle. Mais cette pause n'est pas innocente. C'est un piège. La loi est simple. L'environnement n'ira jamais mieux pour toi. Seul ton esprit peut changer ta vie. Attendre que les circonstances extérieures s'alignent est la manière la plus coûteuse de perdre le contrôle sur ta conduite. Chaque jour où tu repousses l'entraînement mental, chaque fois que tu te justifies en disant que l'environnement est difficile, tu deviens plus faible. La vie ne cessera pas d'être chaotique ni injuste parce que tu le demandes. Si tu agis bien seulement lorsque tout est en ta faveur, tu n'as pas d'autocontrôle, tu es dépendant. Le véritable coup est ton autonomie. Tant que l'environnement commande, tu obéis. Et ce prix est élevé. Tu perds des années à attendre qu'un élément extérieur se mette en place, alors que tout ce que tu peux entraîner est à l'intérieur. Regarde ta vie quotidienne. Tu te plains des collègues de travail, de la pression, du bruit, du manque de soutien. Les mois passent et rien ne change, mais ton excuse, elle, change. Aujourd'hui, c'est la circulation, demain l'économie, après-demain la famille. Sur WhatsApp, tu repousses une réponse inconfortable parce que ce n'est pas le moment. À la salle de sport, tu n'y vas pas parce que la journée a été difficile. En couple, tu te disputes en attendant que l'autre change d'abord.
le résultat est toujours le même, des comportements médiocres justifiés par un environnement qui ne te donnera jamais la permission de t'améliorer. Observe les conséquences. Les courriels sans réponse s'accumulent jusqu'à ce qu'un appel inconfortable te mette face à ton chef. Les disputes domestiques s'enracinent avec des semaines de silence et de regards évités à table. Les routines sportives abandonnées se traduisent par des vêtements qui ne ferment plus et un miroir qui renvoie une image que tu ne reconnais pas. Au bureau, les projets prennent du retard et ton nom se fait plus discret lors des réunions. Les amis cessent de t'inviter parce que tu as toujours une raison d'annuler. L'environnement, loin de s'améliorer, devient plus hostile. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton manque de discernement et d'autocontrôle. Continuer à attendre que le monde change pour s'adapter à ton confort ne fait que multiplier ta faiblesse. Le respect de soi s'obtient par la discipline, pas par les excuses. Le jour où tu acceptes que l'environnement n'ira jamais mieux pour toi, ce jour-là, tu peux commencer à entraîner ton esprit et à reprendre le contrôle. Sinon, prépare-toi à en payer le prix. Une vie à la dérive. Toujours contrôlé par ce qui se passe à l'extérieur, jamais parce que tu décides. Le contrôle de ta conduite ne réside pas dans ce que le monde t'envoie, mais dans la façon dont tu entraînes ton esprit à répondre. Personne d'autre ne peut assumer cette tâche à ta place. Les circonstances changent toujours, les émotions surgissent toujours, mais la décision de les freiner, de les traiter et d'agir avec clarté n'appartient qu'à toi. Tu peux trouver des excuses, tu peux accuser les autres, tu peux attendre que l'environnement s'améliore, mais tout cela, c'est perdre ton temps. Le contrôle n'a jamais été à l'extérieur, il a toujours été intérieur. Il n'y a pas de manuel secret, pas de raccourci, pas de coupables extérieurs à blâmer. Si tu veux te maîtriser, commence par cesser de donner ton pouvoir à ce que tu ne peux pas contrôler. Si tu observes ceux qui gardent vraiment leur calme dans les situations tendues, tu remarqueras qu'ils ne se laissent pas emporter par la colère. Ils possèdent une aptitude presque invisible, ils choisissent leurs mots avec précision, même lorsque tout semble être contre eux. Ce sont des personnes qui, au milieu du tumulte, parviennent à se faire entendre sans élever la voix, sans recourir au sarcasme ni à l'agressivité passive. Les réunions deviennent lourdes, l'air se charge de regards appuyés et de murmures, mais eux restent sereins, comme s'ils étaient en marge de la tempête. Il existe une courte histoire qui l'illustre bien. Il y a quelques jours, lors d'une discussion professionnelle, un collègue a été attaqué verbalement devant tout le monde. L'ambiance s'est tendue immédiatement. Quelqu'un a laissé tomber un dossier, 2 personnes ont évité le contact visuel, et la chef a froncé les sourcils. L'attaque a été directe et sans détour, mais lui n'a pas bronché. Au lieu d'exploser, il a répondu avec une phrase à la fois intelligente et calme, qui non seulement a désamorcé la situation, mais lui a aussi valu le respect de toute la salle. Un silence gênant a envahi la pièce, suivi d'un soulagement palpable. Les autres, auparavant témoins mal à l'aise, le regardaient désormais avec un mélange d'admiration et de surprise. L'agresseur a évité son regard et s'est adossé à sa chaise, manifestement désarmé. À partir de ce moment, la dynamique au sein de l'équipe a changé. Les interruptions ont diminué. Les gens écoutaient avec plus d'attention et, pendant le reste de la semaine, son avis a été sollicité à plus d'une reprise. Aujourd'hui, nous allons voir 9 phrases qui t'aident à paraître sage et non en colère quand tout incite à faire le contraire. La dernière va te surprendre. Passons aux phrases. Phrase 1. Je préfère comprendre avant de répondre. Au milieu d'une conversation tendue, la tentation de répondre rapidement peut être écrasante. Les mots s'accumulent au bout de la langue, prêts à défendre, attaquer ou justifier. Mais que se passe-t-il si tu interromps cette impulsion et choisis de comprendre d'abord? Imagine que quelqu'un t'accuse de quelque chose d'injuste. L'orgueil brûle, la colère cherche une issue. Pourtant tu demandes, pourquoi penses-tu cela? Qu'est-ce qui t'a fait ressentir cela? Tu laisses de l'espace pour que l'autre personne expose son monde intérieur. Ce n'est pas de la soumission, c'est une stratégie. Le silence s'étend dans la pièce.
L'autre, surpris par l'absence de résistance, hésite. Il croise les bras, détourne le regard, s'éclaircit la gorge. La tension flotte dans l'air comme un nuage épais. Une goutte de sueur glisse sur la tempe de ton interlocuteur. Pendant un instant, personne ne parle. L'horloge au mur marque le rythme de l'attente. Dehors, le bruit lointain d'un moteur brise le calme. L'atmosphère chargée oblige chacun à affronter ce qui se passe réellement. En cherchant à comprendre, tu désarmes la tension. L'autre personne baisse la garde, se sent écoutée. Toi, au lieu d'être emporté par l'émotion, tu reprends le contrôle de la situation. La discussion cesse d'être un champ de bataille et devient un pont. Tu ne recevras pas toujours une réponse bienveillante. Parfois, comprendre d'abord révèle des blessures profondes, des insécurités ou simplement des malentendus. Mais même alors, ta réaction sera plus sage, moins impulsive. Le silence qui précède une réponse réfléchie peut être plus puissant que n'importe quel argument. Parfois, l'autre personne éclate en sanglots, incapable de supporter le poids de ses propres mots. D'autres fois, elle se contente de hausser les épaules, murmurant une excuse. L'atmosphère se transforme. La tension cède, mais des traces visibles subsistent dans la posture, dans le regard, dans la respiration saccadée. L'écho de ce qui n'a pas été dit demeure en suspens. Oserais-tu essayer la prochaine fois que quelqu'un mettra ta patience à l'épreuve ? Que se passerait-il si tu faisais de la compréhension ta première réponse au lieu de la dernière? Deuxième phrase. Que puis-je apprendre de cela? La conversation prend un ton plus vif. Quelqu'un lance une critique, un mot blessant, une plainte inattendue. L'impulsion immédiate est de se défendre, de se justifier ou d'attaquer en retour. Mais une pause et la question. Que puis-je apprendre de cela? Change le point de vue. L'attaque devient une information. Le conflit devient une opportunité d'observer des schémas, de détecter des faiblesses, de découvrir des attentes non communiquées. Celui qui se demande ce qu'il peut apprendre ne montre pas de faiblesse. Il montre sa maîtrise de ses émotions. Il n'accepte pas l'offense comme une fatalité, mais comme un signal. Souvent, l'autre personne s'attend à de la résistance, à une réaction automatique. Cette phrase déroute, elle coupe le cycle de l'hostilité. L'atmosphère se refroidit, la discussion se transforme en dialogue ou s'éteint d'elle-même. Apprendre de ce qui est inconfortable ne signifie pas justifier ce qui est injuste. Il s'agit de tirer de l'utilité du moment. Même si cela fait mal, même si ce n'est pas juste, l'apprentissage est personnel, il ne dépend pas de l'intention de l'autre. Avec cette question, la sagesse remplace la colère. La réaction devient une réponse. Le contrôle n'est pas chez l'autre, mais chez celui qui choisit d'apprendre. Ainsi, chaque situation difficile cesse d'être seulement une blessure. Elle devient une leçon silencieuse. Phrase 3. Je n'ai pas toutes les informations, mais j'écoute. Le premier pas vers la sagesse est de savoir que l'on ne sait pas tout. Marc Aurèle. Dire « je n'ai pas toutes les informations, mais j'écoute » est une preuve d'humilité consciente au cœur de la tempête émotionnelle. C'est une pause volontaire dans le flot de la discussion, une reconnaissance du fait que la vérité se révèle rarement immédiatement et que chaque histoire a plus d'une facette. Au lieu de se précipiter vers des conclusions, cette phrase invite l'autre à exposer son point de vue sans se sentir attaqué. Ainsi, la conversation se transforme d'un champ de bataille en un espace où la compréhension peut grandir. Imagine un moment de tension au travail, lorsqu'une personne t'accuse d'une erreur que tu ne reconnais pas. L'instinct peut être de se défendre, d'élever la voix, d'exiger justice. Mais cet élan ne fait qu'ajouter du bois au feu et ferme les portes du dialogue. En revanche, prononcer ces mots ouvre une fenêtre. Tu montres que ton ego ne domine pas la situation et que ton désir de comprendre est plus fort que celui de t'imposer. Cette attitude n'est pas de la soumission, c'est de la force. Écouter sans préjugés demande plus de courage que n'importe quel cri. Tu fais comprendre que ton objectif n'est pas de gagner la discussion, mais de chercher la clarté. La phrase désarme l'hostilité, réduit le bruit et permet à l'autre de baisser sa garde.
Le ressentiment perd de sa force quand l'autre perçoit que son point de vue est considéré, même s'il n'est pas forcément accepté. Les mots ont du pouvoir. Dire que tu n'as pas toutes les informations laisse place au doute, qui est la graine de la sagesse. Si l'on ne parle que pour avoir raison, on perd l'occasion d'apprendre. Si l'on écoute, ne serait-ce qu'un peu plus, on découvre souvent des nuances qui changent totalement notre perception de la situation. Dans la vie quotidienne, cette approche évite les malentendus, éteint les disputes inutiles et montre aux autres que tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Tu n'es pas faible parce que tu admets ne pas tout savoir. Tu es raisonnable. Tu es capable de reconnaître tes limites et dans cette reconnaissance, tu grandis. Un esprit fermé n'apprend pas. Un esprit ouvert qui écoute avant de juger devient plus sage à chaque conversation difficile. La prochaine fois que tu ressens la pression de répondre avec colère ou une certitude absolue, souviens-toi que le vrai sage sait quand se taire, quand poser des questions et quand simplement écouter. Ainsi, tu passes de sembler en colère à sembler sage. Et dans ce silence attentif, tu trouves souvent la solution que la fureur ne pourra jamais offrir. Phrase numéro 4. Parlons de solutions, pas de reproches. Au milieu d'une conversation difficile, il est facile de se retrouver pris dans le cycle de la recherche du coupable. Lorsque les émotions s'enflamment, la priorité de beaucoup est de désigner le responsable, comme si découvrir la personne fautive garantissait que le problème disparaîtrait. Pourtant, cette approche conduit rarement à une véritable amélioration. Au contraire, elle a tendance à augmenter la tension, nourrir les ressentiments et bloquer toute avancée. Changer l'orientation de la conversation vers les solutions transforme l'atmosphère. Lorsque tu dis « parlons de solutions, pas de reproches », tu introduis une pause. C'est une invitation à cesser de regarder en arrière et à commencer à regarder vers l'avant. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui s'est passé, mais de concentrer l'énergie sur ce qui peut être fait maintenant. Ce changement de perspective réduit l'hostilité et ouvre la voie à la coopération. Imagine une réunion de travail où une erreur importante s'est produite. Si l'équipe se concentre sur la recherche de la personne qui a failli, chaque membre adopte une attitude défensive. Les justifications et les excuses occupent le centre du dialogue. À l'inverse, si quelqu'un propose « parlons de solutions, pas de reproches », le ton de la conversation change. Les participants se sentent moins attaqués et plus enclins à collaborer. L'erreur cesse d'être une arme et devient une opportunité d'améliorer les processus et de prévenir de futurs problèmes. Cette approche fonctionne aussi dans les relations personnelles. Lors d'une dispute de couple, il peut être tentant d'énumérer les erreurs passées. Pourtant, quand l'un des deux décide de changer le scénario et propose de chercher ensemble la solution, la dynamique se transforme. La question n'est plus qui est responsable, mais que pouvons-nous faire à partir de maintenant? Le ressentiment est remplacé par une recherche commune d'alternatives. Adopter cette phrase demande de la discipline et de l'autocontrôle. L'envie de se défendre ou de reprocher peut être irrésistible sur le moment. Mais chaque fois que tu choisis de parler de solutions plutôt que de chercher des coupables, tu fais preuve de maturité émotionnelle et d'une vision tournée vers l'avenir. C'est un signe que tu valorises le progrès plus que la sanction. À long terme, ceux qui pratiquent cette habitude deviennent des références de sagesse dans leur entourage. Non pas parce qu'ils ignorent les problèmes, mais parce qu'ils refusent de rester coincés dedans. Ils transmettent l'idée que le véritable pouvoir réside dans l'action, non dans la récrimination. Dans tout environnement, les personnes qui favorisent le changement et l'amélioration sont celles qui transforment les conflits en point de départ. Il ne s'agit pas d'être naïf ni d'oublier les responsabilités, mais de comprendre qu'après avoir reconnu ce qui s'est passé, l'étape suivante intelligente est de construire des solutions. Au final, choisir cette approche ne te rend pas seulement plus sage, cela fait aussi de toi quelqu'un capable de guider les conversations vers un terrain plus fertile, un terrain où le passé est reconnu, mais où l'avenir compte bien davantage.
5e phrase. Je te remercie pour ton point de vue, même si je ne le partage pas. L'art d'écouter sans réagir est l'un des signes les plus évidents de sagesse. Lorsque quelqu'un exprime une opinion contraire à la tienne, la réaction instinctive est souvent la défense ou l'attaque. Pourtant, choisir de répondre avec reconnaissance révèle de la maîtrise de soi et de la maturité. Reconnaître la perspective de l'autre, même si tu ne la partages pas, ouvre une porte au dialogue et désamorce le conflit avant qu'il ne devienne une bataille. En prononçant cette phrase, tu ne cèdes pas ta position et tu ne nies pas non plus la tienne. Tu reconnais simplement le droit de l'autre à penser différemment. Cette attitude transforme l'énergie de la conversation. La tension se dissipe et l'échange devient plus humain. Il ne s'agit pas de résignation, mais de respect pour le processus de pensée de l'autre. La sagesse ne se mesure pas au nombre d'arguments remportés, mais à la capacité de garder son calme, même sous pression. Imagine une réunion animée. Tout le monde s'attend à ce que tu répondes avec la même intensité. L'air est chargé, les visages sont tendus, quelques doigts tambourinent sur la table. Un silence plein d'attente s'installe dans la pièce. Mais au lieu d'élever la voix, tu choisis de dire « Je te remercie pour ton point de vue, même si je ne le partage pas. » L'atmosphère change aussitôt. L'une des personnes qui te confrontait baisse les yeux, une autre croise les bras et soupire, tandis que le reste des présents échange des regards, surpris par ce retournement inattendu. L'autre personne sent qu'elle a été entendue. Tu restes ferme, mais sans perdre ta contenance. Le brouhaha de fond s'estompe et la conversation autrefois hostile se réorganise. À cet instant, la discussion cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de croissance mutuelle. Au-delà de cette salle, la conséquence est visible. Les participants repartent moins tendus, certains s'arrêtent même dans le couloir pour poursuivre la conversation à voix plus basse. Les réunions suivantes se déroulent avec moins d'interruptions et les voix se chevauchent moins fréquemment. On perçoit une diminution de l'irritabilité générale et les désaccords à venir sont abordés avec plus de prudence. Le respect implicite grandit et la volonté d'écouter devient plus manifeste. Marc Aurèle a écrit « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Accepter cela te permet de lâcher le besoin d'avoir toujours raison. La sagesse naît lorsque tu comprends que la diversité des idées n'est pas une menace, mais une occasion d'apprendre et d'affiner ton propre jugement. Répondre avec gratitude, même face au désaccord, ne te fait pas seulement paraître plus sage, cela te rend plus sage. Celui qui y parvient montre que la véritable force réside dans la sérénité et non dans la confrontation. Au final, le calme est le plus grand pouvoir dans toute discussion. Cette phrase te permet de laisser une empreinte sans blesser, de défendre ton point de vue sans crier, et surtout de grandir dans chaque conversation, même dans celle où personne ne change d'avis. Phrase 6. Laissons les faits parler d'eux-mêmes. Ne discute pas pour gagner, ne crie pas pour t'imposer. Tais-toi et observe comment la vérité finit par s'imposer. Lorsque la situation devient tendue, la plupart des gens se précipitent pour se défendre, pour justifier chacun de leurs gestes, pour remplir l'air de paroles. Mais les paroles ne changent pas les faits. Les paroles n'effacent pas l'évidence. Laisse les autres se noyer dans leurs excuses ou leurs attaques. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ce qui est, est. Ce qui s'est passé, c'est passé. Celui qui a raison ne la mendie pas. Celui qui est en paix avec ses actes n'a pas peur du silence. Laisse les faits faire ce que tu n'as pas besoin de faire. Exposer la vérité. Dans la salle de réunion, tandis que les autres s'emportent en arguments et en gestes, tu restes assis, les yeux fixés sur les documents qui prouvent ta version. Un téléphone vibre, quelqu'un s'exaspère, mais tu ne bouges pas. Dehors, le brouhaha du bureau continue, indifférent aux tentatives désespérées de manipuler le récit. Lorsque la preuve est remise, le murmure s'éteint. Les regards se détournent.
Personne ne présente d'excuses, mais l'atmosphère change. La défaite est silencieuse, palpable. Parle moins, démontre davantage. Le sage ne discute pas, il prouve. L'insensé crie, mais c'est le résultat qui rend le verdict. Ne t'abaisse pas à te battre dans la boue. Ne te salis pas avec des explications inutiles. Le temps et les faits s'occupent de tout. Ceux qui ont essayé de te diffamer évitent ton regard dans le couloir. Les conversations s'interrompent quand tu entres. Le respect est froid, distant, mais réel. C'est ainsi que tu parais sage, non en colère. C'est ainsi que l'on te respecte, même si personne ne le dit. Les faits n'ont pas besoin de défense. 7e phrase, le calme est mon meilleur argument. Dans une discussion, la voix la plus basse est souvent celle que l'on entend le plus. Le calme ne cherche pas à s'imposer, il demeure simplement, tandis que les paroles chargées de fureur s'effacent sans laisser de traces. Le ton posé interrompt le cycle de la provocation. Le silence entre les phrases devient gênant pour celui qui attend une réaction explosive. La stabilité émotionnelle écarte l'urgence de vaincre et transforme toute attaque en un lointain écho. Parler avec sérénité transforme l'atmosphère. Les arguments semblent plus solides lorsqu'ils ne sont accompagnés ni par la précipitation ni par l'anxiété. L'autre partie se voit contrainte de ralentir, d'écouter, de douter de son propre élan. Il ne s'agit pas de céder ni d'être indifférent. Le calme est une attitude active. Il choisit le moment, contrôle le rythme, décide quand et comment répondre. Ainsi, chaque mot prend du poids et du sens, et la conversation suit une trajectoire plus intelligente. Face à l'hostilité, le calme est la seule réponse qui ne peut être manipulée. Il n'y a pas de carburant pour le conflit. Il ne reste que les faits et la logique, nus, sans ornement ni cri. La scène est claire. Dans la salle de réunion, les regards cherchent un point d'évasion lorsqu'une voix reste constante et basse, tandis que les autres élèvent le ton. Un poing fermé sur la table, des papiers froissés, des respirations haletantes et, en contraste, une main immobile, un dos droit, les yeux fixés sur l'interlocuteur. Celui qui garde son calme ne bouge pas, ne fait pas de gestes. Il observe les paroles agressives rebondir et tomber au sol sans causer de mal. Les conséquences sont immédiates. L'atmosphère se refroidit, les murmures diminuent, les gestes se modèrent. Même l'adversaire le plus véhément s'arrête, obligé de revoir sa stratégie lorsqu'il n'obtient pas la réaction attendue. Celui qui conserve son calme reprend le contrôle de la conversation, et la tension visible sur les visages se transforme en un silence plein d'attente. Le calme n'a pas besoin de justification. C'est l'argument que personne ne peut réfuter. Le conserver, même lorsque tout s'agite autour, est une véritable preuve de force. Le calme est mon meilleur argument. Phrase numéro 8. J'accepte que je peux me tromper. Parfois, nous croyons avoir raison parce que nos émotions sont à leur comble et que la tension du moment brouille notre perspective. Lorsqu'une discussion s'intensifie ou que quelqu'un remet en question ton point de vue, le plus facile est de s'accrocher fermement à ses propres idées, comme si admettre une erreur était une défaite. Mais combien de fois as-tu ressenti du soulagement lorsque quelqu'un reconnaît qu'il pourrait se tromper? Pourquoi ne pas t'accorder ce même soulagement? Accepter que tu peux te tromper ne te fait pas seulement paraître plus sage, cela fait aussi de toi quelqu'un avec qui il est possible de dialoguer. Cette phrase montre de l'humilité, de l'ouverture et de la confiance. Cela ne veut pas dire que tu abandonnes tes idées, mais que tu les mets à l'épreuve, prêt à apprendre quelque chose de nouveau. Bien souvent, la sagesse réside dans la volonté d'écouter sincèrement, même lorsque tu as des arguments solides. Imagine une réunion où chacun se bat pour avoir le dernier mot. L'atmosphère devient lourde. À l'inverse, lorsque l'un des participants dit « J'accepte que je peux me tromper », le ton change instantanément. L'ambiance se détend. L'autre personne baisse sa garde et la conversation devient un véritable échange. La porte s'ouvre à de nouvelles idées et à des solutions inattendues. Cette phrase n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, il faut du courage pour admettre que notre point de vue peut être limité ou erroné.
T'es-tu déjà demandé ce que tu pourrais gagner si tu cessais de défendre ta position uniquement par orgueil? Que se passerait-il si tu écoutais dans le but de comprendre et non seulement de répondre? Dans les situations de conflit, utiliser cette phrase peut désamorcer l'hostilité et montrer de la maturité. Les gens respectent ceux qui sont capables de se remettre en question. Si jamais tu as senti qu'une discussion était sur le point de dégénérer, essaie de le dire. Observe comment le rythme de la conversation change. Reconnaître que tu peux te tromper t'aide aussi à grandir. Personne n'apprend rien de nouveau en répétant toujours la même chose. Laisser de la place à l'erreur, c'est laisser de la place à l'apprentissage. Si tu veux paraître sage et non en colère, souviens-toi que la sagesse ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à savoir quand écouter et quand céder. Oserais-tu utiliser cette phrase la prochaine fois que tu remarqueras qu'une discussion se complique? À ton avis, comment changerait la perception que les autres ont de toi si tu le faisais avec sincérité? Accepter que tu peux te tromper est une manière puissante de montrer que ton objectif n'est pas de gagner une discussion, mais de construire quelque chose de meilleur avec les autres. Au final, les personnes les plus sages ne sont pas celles qui ne se trompent jamais, mais celles qui ont le courage de le reconnaître. Phrase 9. Tout ne mérite pas une réaction. Tu as appris à choisir tes mots. Maintenant, tu dois apprendre à choisir tes silences. C'est la différence entre avoir l'air sage et avoir l'air de quelqu'un qui a perdu le contrôle. Tout ce que l'on t'envoie n'exige pas une réponse. Tout ce qui te provoque ne mérite pas ton énergie. En réalité, une grande partie de ce que tu entends lors d'une mauvaise journée, d'une réunion tendue, d'une dispute familiale, ne t'est pas réellement adressé. C'est le résultat de la frustration des autres, de leur vide, de leurs guerres intérieures. La plupart des gens réagissent comme si chaque commentaire était une menace personnelle, comme si tout le poids du monde reposait sur leurs épaules et qu'ils devaient se défendre contre chaque attaque, chaque critique, chaque regard. C'est la recette parfaite pour vivre épuisé, pour perdre son calme, pour offrir sa paix à quiconque traverse un mauvais moment. Combien de fois as-tu ressenti cette urgence de répondre, de clarifier, de corriger, juste pour te rendre compte ensuite que rien n'a vraiment changé, sauf ton propre état d'esprit? Imagine que quelqu'un te provoque en public. Ton pouls s'accélère, ton esprit cherche la réponse parfaite, la phrase qui le fera taire. Mais au final, qu'obtiens-tu? Un bref moment de satisfaction et des heures de malaise. L'autre personne n'apprend rien, ne change pas. Tu gardes pour toi la gueule de bois émotionnelle. Pendant ce temps, celui qui observe en silence, celui qui choisit de ne pas réagir, garde sa dignité intacte. Le silence, à cet instant, est la réponse la plus puissante, parce qu'il montre que tu n'as rien à prouver. Le problème, c'est que nous avons été entraînés à réagir. Depuis l'enfance, on nous apprend à nous défendre, à justifier chacun de nos gestes, à ne pas rester silencieux face à la moindre provocation. Mais personne ne t'avertit du prix à payer pour cette hyper-réactivité. Personne ne te dit qu'à chaque fois que tu réponds à la provocation, tu t'enchaînes au drame des autres. Qu'à chaque fois que tu bondis au premier tir verbal, tu te rabaisses au niveau de celui qui cherche à t'entraîner dans sa misère. La véritable sagesse réside dans le choix, dans la capacité à distinguer ce qui mérite vraiment ta parole et ce qui ne cherche qu'à te voler du temps et de la tranquillité. Il ne s'agit pas d'être indifférent